Si vous me demandez est-ce que la paix demain arrivera et que nos ennemis seront tous éliminés et que tout ira bien, la réponse est non. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Alors, on l'a tous remarqué, les soldats israéliens, des officiers de l'armée israélienne tombent au combat dans la zone de sécurité au sud du Liban et on se dit qu'ils tombent au combat, mais on le voit, ils combattent contre des drones offensifs, contre des drones explosifs du Hezbollah. Et la première question que l'on se pose, bien entendu, après la mort de 3 soldats en 48 heures, 72 heures, c'est est-ce qu'il y a une réponse de l'armée israélienne à ces drones ? Il y a effectivement une menace qui est due à ces drones à fibre optique qui possèdent donc avec eux dans leur vol des bombes ou des obus qui explosent de manière extrêmement précise contre des objectifs qui sont ciblés par les terroristes du Hezbollah. À l'heure où nous parlons, nous avons différentes réponses, mais elles ne sont pas encore suffisantes pour véritablement être la réponse pour empêcher ce type d'attaque qui effectivement fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Encore hier, le docteur Boris Sylvester, Zichrono Livracha, du bataillon de Givati, capitaine, et d'autres ont été blessés très grièvement. Effectivement, c'est une situation très compliquée à laquelle nous faisons face et nous travaillons d'arrache-pied pour trouver la parade à ce type d'attaque. Comment on explique que l'armée israélienne, qui a tellement de capacités, qui les a prouvées au cours des 2 dernières années, à, par exemple, on va dire, intercepter toute forme de missile, eh bien, ne parvient pas à intercepter ou à détruire ces drones avant qu'ils ne frappent ? Il y a, de manière paradoxale, une difficulté plus grande à intercepter, voire à détruire des éléments offensifs qui sont plus simples lorsqu'il y a moins d'électronique ou moins d'éléments technologiques pour l'interception, voire la destruction avant d'être touché. Mais encore une fois, sans rentrer dans les détails, les industries militaires israéliennes, le ministère de la Défense en tête, sont en train de travailler pour trouver une solution à cette menace. Alors, l'armée israélienne, on le voit, a franchi le fleuve Litanie, elle est passée au nord du Litanie, elle a conquis le Beaufort et d'une certaine manière, on a un peu un sentiment de déjà-vu. Qu'est-ce qui fait, Olivier, aujourd'hui que ce qui se passe actuellement sera différent de ce qui s'est passé, on va dire, en 1982, il y a longtemps, lors de la première guerre du Liban, lorsque Tsahal a déjà conquis toutes ces zones pour, à l'époque, lutter contre l'OLP? D'abord, il n'y a pas ici d'invasion du Liban, comme le disent nos détracteurs ou ceux qui critiquent Israël. Il y a ici une opération de grande envergure, effectivement, de protection et de défense de la frontière nord d'Israël, des villages et des villes le long de la frontière qui sont, comme vous le savez, sous la menace et les attaques de missiles et de drones du Hezbollah depuis maintenant, surtout le 2 mars, depuis la fin de l'ancien, entre guillemets, l'ancien cessez-le-feu. Et cette opération, avec 5 divisions à l'intérieur du sud Liban, a pour but véritablement de détruire et surtout d'éloigner la menace de missiles anti-chars, ce qu'on appelle la Iyum Nuntet, de la frontière nord d'Israël. Une opération, encore une fois, de grande envergure, une opération défensive, une opération qui est soumise évidemment à la décision de l'échelon politique. Tsahal ici travaille et agit sous la directive politique. Et comme vous voyez, sans entrer dans les détails, hier soir, il y a eu des pressions importantes et des éléments qui ont fait que des décisions qui avaient été prises ou qui devaient être prises n'ont pas été prises parce qu'il y a, encore une fois, tout un ensemble de décisions et de considérations politiques en Israël et également avec nos alliés. Pour aller plus loin dans cette réflexion, c'est-à-dire l'armée israélienne aurait voulu pouvoir attaquer même à Beyrouth pour au moins dissuader ou pour neutraliser, on va dire, la direction du Hezbollah? L'armée ne veut pas des choses de manière indépendante. L'armée propose des options, propose des plans, c'est son travail, son but, et c'est l'échelon politique qui décide, le ministre de la Défense et le Premier ministre. L'armée aujourd'hui, encore une fois,
est dans une opération très compliquée, très complexe. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, de cette menace de drones offensifs qui, alors nous parlons, font des dégâts et font même des ravages dans nos forces, puisqu'on a 15 morts depuis le début de cette opération, depuis la fin du cessez-le-feu, et des dizaines de blessés, dont des blessés très graves. D'ailleurs, je voudrais transmettre aux familles des blessés un prompt établissement, évidemment, aux familles des soldats qui ont été tués, nos condoléances, évidemment. Mais cette opération est compliquée parce qu'elle se passe aussi en territoire urbain. Le Hezbollah, comme le Hamas, se cache parmi les civils, dans des villages, parmi des maisons. Et le but de Tsahal ici n'est pas d'attaquer le Liban, ni de faire la guerre aux Libanais en aucun cas, mais de détruire le Hezbollah. Et vous voyez que le Hezbollah est toujours en train de se cacher, en train d'utiliser même des églises. On l'a vu il y a une semaine. Nous voyons également qu'il y a une relation très forte entre l'Iran des Mollahs et le Hezbollah, qui depuis des années est financé, est organisé, est dirigé en fait via des éléments iraniens en territoire libanais par le régime des Mollahs et en particulier par les gardiens de la révolution. Je voudrais me faire l'écho d'un éditorial qui est paru ce matin dans la presse israélienne, dans l'Yediot Aharonot de Sever Ploutsker, qui dit que finalement, nous sommes en train peut-être de retomber dans un nouveau concept qui nous accompagne depuis de nombreuses années, qui est celui de la conquête de territoire pour essayer de repousser une menace, ou même des bombardements systématiques ou de bombardements ciblés de responsables terroristes, et que finalement, ça n'a quasiment aucun effet sur nos ennemis. C'est-à-dire, détruire la tête du Hezbollah n'a fait qu'amener d'autres leaders et n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce que vous répondez à cela sur le plan militaire ? Est-ce qu'il y a une véritable solution militaire à cette situation ? D'abord, sur le plan militaire, stricto sensu, le Hezbollah est extrêmement affaibli. Je l'avais dit... Nous avons éliminé les têtes. N'oublions pas Hassan Nasrallah, l'opération des Beepers. Des milliers de membres du Hezbollah ont été éliminés. Il y a aujourd'hui un affaiblissement du Hezbollah et surtout le fait qu'il n'y ait plus cette chaîne, cette chaîne de logistique, cette chaîne d'assistance entre l'Iran des Mollahs et le Hezbollah, en tout cas pas comme dans le passé, fait qu'on a affaire à un Hezbollah beaucoup plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Il reste extrêmement dangereux, on le voit, à la fois contre Tsahal, mais également à l'intérieur de l'État libanais, puisque nous voyons qu'il menace l'État libanais lui-même, le gouvernement libanais, lorsque les Libanais veulent entreprendre des négociations avec l'État d'Israël. On parle de ces contacts et ces rencontres qui d'ailleurs ont lieu de nouveau aujourd'hui à Washington. Et donc, il se permet d'attaquer, d'entraîner le Liban dans des aventures militaires qui ne sont pas celles du Liban, mais celles de l'Iran, et de menacer un gouvernement libanais qui craint, en fait, que le Hezbollah attaque, voire élimine, tue des membres du gouvernement libanais. Donc, on a affaire à quelque chose qui est affaibli, et quelque chose qui reste extrêmement dangereux, parce que la raison d'être du Hezbollah est d'être en guerre, et de faire la guerre. C'est sa raison d'être. Sans la guerre, sans l'ennemi de ce côté qui est Israël, puisqu'il combat, entre guillemets, pour libérer le Liban, ce qui est absolument ridicule et aberrant, eh bien le Hezbollah n'aurait aucune raison d'exister. C'est sa raison d'être. Et donc il ne veut pas perdre cette raison d'être, qui lui amène de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de soutien, et je parle de l'Iran évidemment, et donc il ne peut faire que la guerre. Et nous, dans cette opération-là, vous avez raison, elle n'est pas nouvelle. C'est une nouvelle opération. De nouveau, nous sommes en territoire libanais contre le Hezbollah. Et nous ne sommes pas encore arrivés à nos fins, mais encore une fois, nous avons affaire à un Hezbollah extrêmement affaibli. Ce n'est pas le même du tout que nous avons rencontré le 8 octobre. Ça veut dire, sur le fond, on est condamné à vivre sur notre glaive, comme le dit la formule ? Vous savez, Daniel, si vous me demandez est-ce que la paix demain arrivera et que nos ennemis seront tous éliminés et que tout ira bien, la réponse est non. Nos ennemis sont là, il y a des intérêts
politiques comme, par exemple, la raison d'être de la République islamique d'Iran, de s'opposer aux accords d'Abraham, de s'opposer à Israël, de vouloir détruire Israël, de courir à la bombe atomique pour sanctuariser un régime de mort, d'utiliser des proxys, c'est-à-dire des supplétifs comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme le djihad islamique palestinien, comme les Houthis ou comme les milices pro-iraniennes chiites en Irak contre les intérêts de la région, tout ça réuni est un fait aujourd'hui. La guerre qui a eu lieu en février 2026 avec l'action conjointe américaine-israélienne était aussi là pour changer radicalement la situation. L'Iran des Mollahs n'est plus non plus la même Iran des Mollahs qu'elle l'était avant cette guerre. Le Hezbollah n'est pas le même. Le Hamas est également affaibli, heureusement d'ailleurs, après ce que Tzahal a fait contre le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Mais malheureusement, quand nous avons des morts, des blessés, et nous devons rester extrêmement vigilants parce que notre ennemi, qui est l'Iran et ses supplétifs, et tous ces groupes terroristes, ces armées terroristes, n'ont pas cessé de toujours vouloir attaquer Israël, la fin d'Israël. Et effectivement, nous devons rester extrêmement forts, extrêmement vigilants, et absolument pas du tout penser que cela est terminé. Cela n'est pas terminé, cela, je pense, ne sera jamais terminé. Alors, une question, puisque aujourd'hui, le général Roman Goffman, qui est un pur produit de l'armée israélienne, devient le chef du Mossad israélien. On n'a pas l'occasion, nous, d'interviewer des agents du Mossad ou des officiers du Mossad israélien. Donc, je profite de vous avoir pour essayer de mieux comprendre quel est le type de coopération. Comment travaille ensemble l'armée israélienne avec le Mossad? Est-ce que c'est une coopération au quotidien? Il y a les deux forces sont imbriquées les unes dans les autres, surtout, par exemple, dans des combats contre l'Iran en particulier? Ce que je peux vous dire très brièvement, c'est que l'État d'Israël possède un service de renseignement extérieur parmi les meilleurs au monde, un service de sécurité intérieure parmi les meilleurs au monde, et une armée parmi les meilleurs au monde. Mais il faut rester dans la plus grande humilité, parce que nos ennemis essayent à chaque fois de trouver des nouvelles formules pour nous attaquer. Et je crois que le 7 octobre 2023, l'échec colossal qui a eu lieu ce jour-là au sein de l'armée israélienne, au sein du Shin Bet, entre autres, mais également d'autres éléments, prouve qu'il faut rester extrêmement humble lorsque nous parlons de sécurité. Nous devons être toujours sur nos gardes et jamais ne penser que les choses sont à sous-estimer. Et pour ce qui est de votre question, le Mossad, Tzahal et le Shin Bet, évidemment, travaillent de manière conjointe lorsqu'il y a des éléments qui rallient les trois forces, ces trois éléments. Et nous sommes aujourd'hui un pays toujours en guerre, face à des ennemis extrêmement dangereux, je répète. Et il faut enlever les bruits, enlever tout ce qui est en dehors de tout cela. Et nous devons être conscients des problèmes et donc avoir les meilleurs services de renseignement du monde, que ce soit au niveau extérieur et intérieur. Et encore une fois, permettez-moi de vous dire que ce qui s'est passé durant la guerre contre le régime des Mollahs et le Hezbollah, entre autres, a montré, je dirais, une capacité opérationnelle et un renseignement tactique et micro-tactique sans précédent des services de renseignement, en particulier du Mossad. Et nous saluons évidemment, je salue personnellement, l'entrée en charge du nouveau chef du Mossad, et évidemment nous lui souhaitons Be'atzlacha face à tous ces défis auxquels Israël fait face, puisque nous parlons ici de défis de l'État d'Israël, et non pas seulement de telle ou telle organisation militaire, sécuritaire ou autre. Alors une dernière question, je tente ma chance, je ne suis pas certain que vous pourrez répondre, ou que vous avez la capacité de répondre en termes de prérogatives de porte-parole de Tzahal, mais vous le savez, la France a interdit aux compagnies israéliennes d'exposer lors du salon sur l'industrie militaire Eurosatory. Vous avez une réaction à ce sujet, à cette décision de la France? Vous avez une explication?
Je peux vous dire que c'est une très triste nouvelle. Euh, et elle rentre malheureusement dans le cadre de relations qui, qui ne vont pas dans la bonne direction depuis plusieurs mois, même plus longtemps que cela. Et Israël reste une puissance militaire industrielle. Et je crois que dans ce type pas de conférence, mais d'exposition internationale, ceux qui n'invitent pas Israël pour des raisons politiques commettent une grave erreur, puisqu'ils empêchent des visiteurs du monde entier de voir peut-être ce qu'il y a de meilleur au niveau industriel et au niveau militaire pour la défense du monde libre, entre autres. Et cette décision est une décision extrêmement triste. Et je ne voudrais pas aller au-delà de cela. On l'a bien compris. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de réagir, de répondre à nos questions, donc, pour parler essentiellement ce matin de la situation au Sud Liban. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt. Merci.